Merci de m'avoir invité à ces cours de l'école de Chaillot et de me permettre d'exposer l'un des sujets qui me tient à cœur et qui, je pense, est au cœur des questions qui animent les candidatures du patrimoine mondial et qui, dans un premier temps, repose sur une tension entre ce que nous qualifions de culturel et ce que nous qualifions de naturel. Ça n'est pas nouveau, ce débat. C'est un débat qui est apparu au moins depuis la fin du XIXe siècle, lorsqu'un géographe qui s'appelait Schmidt-Husen a distingué Naturlandschaft de Kulturlandschaft, c'est-à-dire paysage naturel de paysage culturel. Alors c'était un moment, c'était très intéressant, parce que c'était un moment où... où l'Allemagne était, enfin l'Europe, disons, était engagée dans un débat sur les nationalismes qui était en train de monter et qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, et où en même temps l'Allemagne avait développé toute une culture de ses traditions liées à son sol, avec bien sûr toute sa mythologie fondée sur la forêt, sur en particulier l'érémitisme, les ermites qui s'abritent dans la forêt, et en particulier ce que l'on voit à travers la peinture romantique allemande, que j'appelle la Dunkelheit, c'est-à-dire ce clair-obscur qui irrigue la grande majorité des peintures allemandes de cette époque. Cette distinction, elle a été reprise dans la Convention du patrimoine mondial en 72, qui a été révisée ensuite en 92, mais pas en opposant les paysages culturels aux paysages naturels, en opposant les paysages culturels aux aires de beauté naturelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors je voudrais simplement citer un géographe américain qui a écrit en 1925. Alors j'ai souligné ce qui est important à mon avis. Alors Karl Sauer était l'un des fondateurs de l'université de Berkeley, c'est pas n'importe qui. Et il dit le paysage ne peut être que naturel et culturel à la fois. Donc il s'oppose à la théorie de son prédécesseur Schmidt-Husen. Et bon, ensuite il va développer toute cette théorie en disant qu'un paysage, ou une aire paysagique, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une unité de paysage, a une forme, une structure, un fonctionnement, une position dans un système, et que cela est sujet à développement, changement, perfectionnement. Je pense qu'il faut retenir cela comme fond de notre réflexion sur la question. Nous allons le revoir ressurgir constamment. Alors, effectivement, l'UNESCO, dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, a évolué. Je passe très très vite. Elle a évolué en passant de 72 aux monuments, ensemble, sites, monuments naturels, formation géologique et physiographique des sites naturels, à tout un ensemble de critères que je ne vais pas détailler, puisque je pense que ça a déjà fait l'objet de conférences antérieures. À l'origine, le patrimoine mondial, l'idée fondatrice était de consacrer les 7 merveilles du monde. On va les voir défiler très rapidement. Voilà, la pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone qui ont disparu, la statue de Zeus, le mausolée de l'Halicarnasse, le temple d'Artémis, la colosse de Rhodes, dont on a retrouvé des traces récemment, le phare d'Alexandrie, là, de la même manière. Et en fait, ces conceptions ont évolué, c'est-à-dire que les 7 merveilles du monde, évidemment, on les a abandonnées parce qu'il y a eu de très nombreuses pressions qui sont venues des pays pour inscrire des paysages culturels ou des aires de beauté naturelle sur la liste représentative du patrimoine mondial, avec une très forte demande politique, surtout des collectivités territoriales, parce que pour eux, évidemment, inscrire un bien au patrimoine mondial, ça n'était pas seulement
bien sûr, valoriser politiquement et symboliquement ce territoire, mais c'était aussi permettre une fréquentation touristique supplémentaire, ce qui rapporte, bien sûr, ce qui fait tourner l'économie locale. Actuellement, il y a plus de 1000 biens inscrits, avec une très forte disparité entre les pays développés et les pays non développés, qui sont beaucoup moins représentés, et pour une raison simple, c'est qu'ils ont moins de moyens pour monter les dossiers, ils sont moins entraînés, etc. Et on le voit dans les délibérations du Comité du patrimoine mondial. Alors maintenant, essayons de réfléchir à cette séparation entre nature et culture. C'est une séparation qui tient effectivement à des enjeux de représentation de la culture et de la nature entre nouveau et ancien monde, entre l'Europe, l'Asie et les Amériques, et qui pose la question de ce qu'est la nature par rapport à la culture, ou l'inverse. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à articuler nature et culture, à les rapprocher, c'est dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux, et en tout cas il faut les articuler, mais il y a de nombreuses résistances qui sont à la fois politiques, idéologiques, conceptuelles, institutionnelles, etc. Politique, eh bien c'est par exemple chez nous en France, c'est les petites guéguerres qui existent entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie, entre les USA et l'Europe. Idéologique, c'est par exemple l'idée que la culture est supérieure à la nature, parce que la nature c'est l'état originel et barbare, mais justement parce que c'est l'état originel, du côté des naturalistes, évidemment, il est supérieur à la culture. Donc il y a ce débat qui n'est pas terminé, dont nous discutons beaucoup. Alors, aussi, résistance conceptuelle, la culture renvoie aux connaissances, mais quelles connaissances? Est-ce que la culture, c'est la culture telle que nous l'envisageons à travers la mise en scène muséographique, ou est-ce que c'est aussi les connaissances scientifiques, ou les connaissances empiriques, les connaissances profanes? La nature renvoie au naturalisme qui serait opposé à l'humanisme. Ce n'est pas du tout l'avis des écologues qui s'intéressent à la biodiversité et qui disent que le naturalisme, c'est aussi une culture de la connaissance de la nature, de sa diversité, etc. Effectivement, l'enjeu de réconcilier la nature et la culture, ça signifie qu'il n'y a pas de culture sans nature. Si la culture, c'est l'ensemble des connaissances accumulées par l'humanité, elle ne peut pas se passer de celle de la nature. On ne peut pas se passer de la connaissance du fonctionnement des écosystèmes, de la nature, de la planète, de l'univers, etc. Et où se trouve la science entre nature et culture? Est-ce que, par exemple, moi, qui suis chercheur, qui ai passé ma vie à faire de la recherche au CNRS, où est-ce que je me situe entre nature et culture? Pour moi, effectivement, la nature est un objet de recherche, comme la culture, s'il s'agit des cultures, je dirais, populaires, des cultures des peuples indigènes, etc., parce qu'elles nous renseignent sur la manière dont les peuples se sont représentés leur environnement naturel. Et l'art, effectivement, là aussi, pendant un moment, le qualificatif d'artistique était dans les valeurs reconnues par le patrimoine mondial. Ça a disparu. Ça a disparu. Et on peut en tout cas noter que, par exemple, au XVIIIe siècle, l'agronomie, qui s'intéressait bien sûr à des questions de nature, j'allais dire de culture de la nature, était aussi considérée comme un art. L'art des jardins faisait partie de l'agronomie générale, et ensuite ils se sont séparés. L'horticulture a été créée au début du XIXe siècle, et c'est là que s'est rangé l'art des jardins, par rapport à l'agriculture qui était, je dirais, la science de la production agricole domestique. Et on voyait très bien qu'il y avait des antagonismes entre les deux. Alors, il n'y a pas de nature sans culture, il existe des cultures de la nature. Et oui, quand on interroge, par exemple, comme je l'ai fait pendant des années et des années,
à faire des enquêtes auprès des gens, que je leur parlais de leur manière de voir le paysage. Bon, ils me parlaient de la nature. Et ils avaient une culture de ce fonctionnement écosystémique de la nature, même s'ils ne le conceptualisaient pas, comme nous le faisons, nous, scientifiques. Et en fait, il y a des cultures, pas une culture, mais des cultures avec des échelles différentes, culture globale, bon, les grands producteurs de connaissances, les grands producteurs de l'art, mais il y a aussi des cultures régionales et des cultures locales. Bon, on pourrait parler de culture européenne, américaine, asiatique, etc. Mais aussi de culture locale comme la mémoire, des processus d'évolution de la nature, l'apprentissage des natures de proximité, etc. Vous savez que maintenant, on se fonde bien souvent sur la mémoire. Je vais prendre un exemple, la mémoire que les personnes âgées ont des couloirs d'avalanche pour les repérer en montagne et pour ensuite pouvoir éviter les catastrophes. Et il y a bien d'autres exemples. Alors, s'il s'agit de parler des paysages culturels, je pense qu'il y a un problème, je pense qu'on pourra y revenir d'ailleurs dans le débat, un problème de l'expertise. L'expertise pour les paysages culturels pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial est réalisée par ICOMOS, qui est l'ONG pour la protection des monuments historiques. Bon, il se trouve que j'adhère à ICOMOS, mais aussi par l'UICN. J'ai fait une erreur, d'ailleurs, c'est pas IUCN, mais c'est l'UICN, qui est l'ONG spécialisée pour la conservation de la nature. Alors, il y a un problème très clair qu'on voit dans les textes que je me suis amusé, si je puis dire, à analyser, notamment un très gros texte qui a été publié par à la fois l'UICN et ICOMOS sur un critère qui est le critère du patrimoine mondial, qui est le critère 7, sur la beauté naturelle exceptionnelle. Et bien là, on voit très bien qu'il y a une domination des conceptions des experts anglo-saxons, et en même temps avec une conception assez conformiste, assez peu démocratique, de l'esthétique, en référence au canon académique. Et c'est très curieux, hein, on va en reparler, c'est très curieux. Et là, je voudrais faire référence à une citation de Picasso, qui a écrit ceci: « L'enseignement de la beauté est faux, les beautés du Parthénon, les Vénus, les nymphes, les narcisses sont autant de mensonges. L'art n'est pas l'application d'un canon de beauté, mais tout ce que l'instinct et le cerveau peuvent concevoir indépendamment du canon. » Bon, je le laisse responsable de sa citation. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais il l'a écrit. Il l'a écrit. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un problème avec le paysage. À partir du moment où le paysage est rentré dans les catégories du patrimoine mondial, il y a un problème de l'expertise, et en particulier avec les experts des monuments historiques, c'est ICOMOS, hein, parce que certains ont du mal, je pense, et Michel pourra le dire tout à l'heure si elle n'est pas d'accord, hein, je pense que certains ont du mal à concevoir ce que c'est qu'un paysage. On va y revenir. Et puis, il y a la question de la place des cultures locales dans la Convention du patrimoine mondial. Et c'est assez paradoxal, puisque, en fait, les avis qui conduisent à l'inscription d'un bien ou d'un paysage culturel sur la liste du patrimoine mondial relèvent d'experts qui appartiennent à l'élite, et en fait, il y a peu de place pour les avis des populations locales, alors que ce sont les cultures locales que l'inscription valorise. Si vous prenez, par exemple, les rizières d'Ifuagu, aux Philippines, ben voilà, c'est une culture locale, c'est une culture populaire, hein, qui a construit ces rizières avec de la boue, des systèmes d'irrigation extraordinaires, etc. Bon, je passe très vite. Voilà. Elles sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Bon, là, je passe aussi très vite sur ces rizières extraordinaires de Guangxi en Chine. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, revenons au paysage. Il y a un problème, un débat autour de sa définition. Maintenant, c'est un peu stabilisé, mais enfin, ça bouge toujours, vous savez, hein, parce que les vieilles conceptions, quand on les jette par la porte, elles reviennent par la fenêtre. Bon. La définition usuelle, que vous allez trouver dans des dictionnaires, c'est partie de pays que l'on voit d'un seul coup d'œil. Bon, d'accord. Avant 70, le paysage était très marqué par la protection. C'était la loi de 1906 sur la protection des sites et monuments naturels, qui est devenue loi de 1930, puis ensuite la loi de 1913 sur les monuments historiques.
maintenant, il y a eu la loi de 93, la loi paysage dite Ségolène Royal, etc. Alors, dans les années 70, il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de bouleversements sémantiques autour de cette question du paysage, parce que l'environnement a changé. L'émergence des questions d'environnement a changé le sens du terme. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'on était là dans une interaction entre la matérialité, ce qui est concret, ce que nous touchons avec nos pieds, avec nos mains, etc., de la nature, et en même temps, l'immatérialité, c'est-à-dire nos manières de penser les choses, nos représentations. Et c'est là, on pourrait dire, qu'on a commencé à s'intéresser aux représentations sociales, aux perceptions des paysages, et que c'est devenu une catégorie importante de la recherche. Alors, maintenant, on pourrait dire qu'il y a une définition qui était à peu près admise, alors je dis en Europe, et peut-être au-delà, c'est celle de la Convention européenne du paysage, à laquelle j'ai contribué, qui nous a demandé pas mal d'années de discussions, de débats. Vous savez, chaque terme, chaque mot a été pesé. Je me souviens de débats, on était une vingtaine d'experts, de chercheurs, etc., pour, alors rien que la définition du paysage qui est celle-ci, désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Bien, rien que écrire ça, ça a demandé des jours et des jours de discussion. Alors, je me rappelle, je vais vous livrer une petite anecdote amusante. Il y avait un collègue qui voulait qu'on inscrive création de paysage. D'ailleurs, dans le texte de la Convention, il y a le mot création quelque part. Mais là, quelqu'un s'est élevé et a dit, mais il est hors de question qu'on mette création. Ah bon? Pourquoi? Parce que la création, c'est Dieu. Eh oui, voilà. Bon. Alors, voyons maintenant, historiquement, comment ce mot est apparu. Alors, ça, c'est une recension que j'ai faite des occurrences des termes dans les pays anglo-saxons et pays latins. Oh, j'aurais pu aller plus loin, aller voir un peu ce qui se passait en Europe centrale, etc. Mais bon, j'avais pas trop... je pensais que ça faisait déjà pas mal. Alors, ce que l'on constate, c'est que le premier mot qui apparaît, c'est le mot hollandais, landskap, en 1462, pour lequel nous avons 3 définitions. Puis vous voyez, paysagem, qui est le premier terme dans la langue portugaise, paysage 1549, paysage 1552, etc. Alors, il y a une incertitude pour Landschaft, parce que certains ont dit, oui, il était présent au 8e siècle dans des textes en latin. Ben, c'est un peu bizarre, des textes en latin qui vous fait apparaître Landschaft, et on n'a jamais retrouvé la trace. Bon, alors, donc, on table plutôt sur 1480. Il y a aussi une incertitude pour l'espagnol, parce que certains disent c'est 1552, c'est très hypothétique, on ne retrouve pas la trace. Par contre, 1708, oui, c'est sûr, c'est l'apparition dans les dictionnaires officiels. Et c'est très curieux de voir la distance qu'il y a entre paesaggio, italien, et paesaje, espagnol. Vous voyez, il y a 1 siècle et demi. Alors pourquoi cela? Bon, j'ose pas m'aventurer sur une hypothèse. Mais enfin, bon, on pourra en discuter si vous voulez. Alors, le terme landscape. Alors, si Landschaft était antérieur, peut-être que ce terme serait dérivé de Landschaft. Mais en tout cas, il associe le terme land, qui signifie pays, à Schaft, qui veut dire communauté, mais en plus, il y a l'idée de la gouvernance d'un district. Parce que ce mot est apparu, comme vous allez le voir, au nord de l'Allemagne, dans les frises hollandaises et danoises. Et à ce moment-là, le territoire était découpé en districts et ils étaient gérés par le droit coutumier. Bon. C'était un terme qui équivalait à la traduction du latin climat, qui veut dire contrée, région, qui est lui-même dérivé du grec klimatos, qui veut dire d'abord inclinaison de la voûte du ciel, c'est très beau, et ensuite terrain incliné. Alors, on a peut-être une petite discussion là, mais je sais que aussi bien Christelle Leprel, que j'ai vu ici, qui vient de l'Association pour l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial, et Michel Prats pourront discuter, parce que peut-être que ce terme climat, qui est utilisé en Bourgogne pour désigner les parcelles viticoles d'un cru, est-ce qu'elle serait originaire de la Hollande? N'oublions pas qu'à ce moment-là, une partie de la Hollande était la propriété des ducs de Bourgogne. Hein?
hein, et donc il y aura peut-être eu un transfert sémantique, mais on n'a aucune preuve. Donc, bon, c'est une hypothèse. Alors, ce terme de landscape, il renvoie à l'idée du projet territorial. Et une des expressions que l'on trouve en 1462, c'est Vetelandskap, qui veut dire pays gras. Pays gras, c'est le pays d'abondance. N'oublions pas, on sort d'une crise épouvantable, qui est la grande crise de la fin du Moyen-Âge, avec la peste, la guerre de 100 ans, une péjoration climatique, etc., une chute démographique catastrophique, 50% de la population européenne qui disparaît. Et là, évidemment, l'espoir d'abondance se traduit dans ce terme-là. Et aux Pays-Bas, qui sont un tout petit pays, mais un pays assez puissant, avec une flotte commerciale, une flotte militaire importante, et qui vit sur le commerce, on va commencer à coloniser les marais maritimes. Alors on va faire des polders, mais avant, il y a d'autres techniques pour accroître le territoire, produire du fourrage et maîtriser la mer, c'est-à-dire conforter la puissance économique des Pays-Bas. Alors c'est très intéressant, cette région des Frises allemandes, qui était effectivement divisée en districts. C'est là où les communautés locales créaient ce qu'on appelle des terpènes. Alors les terpènes, c'est quoi? C'est tout simplement des buttes de terre que les paysans accumulaient pour être à l'abri des grandes marées et pouvoir installer leurs fermes. Et ensuite, une fois que la marée était redescendue, eh bien, on allait faucher l'herbe, envoyer ses animaux dans les marécages, etc., dans les pâturages naturels. Et vous voyez la quantité de terpènes qu'il y avait en l'an 800. C'était impressionnant. Hein. Et alors, on a l'équivalent en France. Je ne le savais pas, moi, mais je l'ai découvert après. On a, dans la vallée de la Loire, au sud d'Angers, en aval d'Angers, des tertres, où se sont installés les paysans pour être à l'abri des inondations de la Loire. C'est la même chose. Vous allez les voir sur ces photos. Alors, il y a une reconstitution ici, ça c'est une reconstitution, mais ça, ce sont des terpènes actuels. Et on les voit ici, dans la mer, à marée haute. Alors, après les terpènes, eh bien, les Pays-Bas se lancent dans la fabrication des polders. Voilà les polders. Voilà, alors ça, c'est une toile extraordinaire qui se trouve à Enkhuizen, qui est une ville moyenne des Pays-Bas. C'est la première représentation des polders en cours de fabrication. Vous voyez au fond la ville avec les moulins. Alors les moulins, ils servent à extraire l'eau des canaux que l'on voit ici, tous ces canaux, qui vont drainer l'eau et les renvoyer dans la mer. Et ici, que fait-on? Mais regardez ce tableau, on ne peut pas cultiver parce que le sol est salé. Alors on fait du fourrage. On fait de l'herbe. Et c'est ce qui va donner lieu, voilà, on fait le fourrage, vous voyez ici, on voit des vaches, des paysans, des femmes qui fanent le foin, ici on voit des hommes qui coupent l'herbe, etc. On voit ici une femme qui traite une vache, etc. Voilà les canaux dans lesquels circulent les bateaux. Voilà, c'est une toile de Ruisdael, vous voyez, on transporte les vaches par bateau, hein, voilà, c'est ce qu'on connaît aussi dans le marais Poitevin. Et voilà la vache hollandaise. Alors cette vache hollandaise, c'est le symbole des Pays-Bas, parce que c'est sa richesse. À tel point que dans les sceaux à la cire qui fermaient les plis royaux, on imprimait la silhouette d'une vache. Et c'est très important, parce qu'on est dans une période où l'alimentation humaine est essentiellement centrée sur les céréales panifiables, avec très peu de viande. Et là, se mettre à produire des animaux, eh bien, ça va pouvoir permettre aux gens d'accéder à une alimentation plus équilibrée en protéines, alors qu'avant, elle était plutôt glucidique. Oh, ça va mettre du temps. Ça met du temps. Mais vous savez, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, bien, on nous disait, on mange 2 beefsteaks par semaine. C'était tout. Et il n'y a pas très longtemps, les paysans mettaient un bout de lard une fois par semaine dans la soupe. Alors aujourd'hui, on nous dit on mange trop de protéines. Bon, sans doute, ça produit du cholestérol. Et on nous dit qu'en plus, les vaches produisent du méthane, ce qui a un effet sur la couche d'ozone. Alors, il y a de nombreux exemples en Europe. Moi, je me suis beaucoup intéressé à tous ces cas extraordinaires. Il y a le cas de l'Angleterre, qui va développer ce qu'on appelle les enclosures, à travers les enclosures actes qui étaient des actes notariés, très tôt, qui vont permettre d'enclore les prairies
dans lesquelles on va mettre les animaux, alors qu'avant, c'était le contraire. On faisait des clôtures pour protéger les cultures des animaux qui se baladaient en troupeaux collectifs, etc. Là, on va privatiser l'espace rural, instaurer la propriété individuelle du sol, privatiser les commons, c'est-à-dire les communaux, hein, et ainsi instaurer tout ce paysage anglais que vous connaissez, fait de haies qui entourent des prairies avec des moutons, des vaches. Hein, c'est la fameuse époque du roast beef, hein, ou du gigot à la menthe. Bon, je pourrais développer de très nombreux autres cas sur la Vénétie, la Toscane, la Lombardie, etc. Alors maintenant, voyons qu'est-ce qu'il en est dans cette deuxième partie entre naturel et culturel. Quelle est la part de l'un et de l'autre? Alors, je vais très vite, là, sans faire de concurrence à mon ami Michel Prats, évoquer le vignoble du Piémont italien, que j'ai réussi dont j'ai été l'un des experts pour Ecomos International. Il était candidat en 2013 au titre de paysage culturel. Bon, moi j'avais fait une expertise favorable parce que je trouvais que c'était un paysage rural exceptionnel. Mais il y a eu une contre-expertise qui a trouvé qu'il n'y avait pas assez de monuments religieux et civils. Ah. Alors, qu'est-ce qu'un paysage? Est-ce que c'est le produit de l'activité rurale, de paysanne, etc., de l'agriculture, mélangé à des édifices, ou est-ce seulement une accumulation d'édifices? Bon. Le projet a été révisé et maintenant il a été inscrit au patrimoine mondial. Hein, et curieusement, d'ailleurs, un des périmètres, voilà, c'est un très beau paysage, vous voyez, c'est magnifique. Hein, voilà. Alors, justement, dans un des lieux, ces petites caves qu'on appelle les infernotes ont permis, d'ailleurs, l'inscription au titre des monuments et des traditions populaires. Voilà. Bon, voilà encore le Piémont italien. Je reviens maintenant sur un cas que je connais bien et qui, je pense, est un cas très significatif de cette tension entre la culture et la nature, qui est le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, il est inscrit dans une baie naturelle. Voilà. Mais en même temps, c'est un monument architectural. Alors, ça a été un des premiers sites inscrits en 1979. Je ne vais pas détailler les critères, hein, on n'a pas trop le temps. L'un des critères, d'ailleurs, valorisait la prouesse artistique, qui a disparu maintenant. Hein. Mais c'est inscrit comme un site culturel et désormais comme un paysage culturel. Alors, c'était à l'époque, vous savez, les dossiers, ils étaient très maigres. Hein. C'est pas comme maintenant, demander à Michel Prats ou Madame Leprel quelle est l'épaisseur des dossiers, hein, qu'on doit faire maintenant pour inscrire un bien au patrimoine mondial. C'est des milliers de pages. Hein. Et oui, alors à l'époque, c'était quelques pages, il n'y avait pas d'analyse comparative, etc. Il n'y avait pas de plan de gestion. Mais du coup, évidemment, il y a de nombreux conflits dans cette baie à propos de l'inscription et de ses contraintes. Parce qu'il y a 2 régions, 2 départements, 2 pays, 6 communautés de communes en Bretagne, 58 communes en Normandie, un pays, 14 communautés de communes, 169 communes, une commune isolée. Et évidemment, il y a un conflit. Puis en plus, il y a un conflit régional sur l'appartenance du Mont-Saint-Michel à la Bretagne ou à la Normandie. Bon, vous connaissez l'adage, le Quénon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie. Et alors, bon, on en parlera après, mais il y avait un risque qui passe en Bretagne. Oh là là, ça c'était dangereux. Alors, il se trouve que j'ai travaillé, moi, à 2 reprises dans la baie du Mont-Saint-Michel. D'abord, en faisant l'étude pour la mission Mont-Saint-Michel en 1998, hein, où j'ai fait d'abord l'inventaire des paysages, l'identification, et puis une enquête auprès de 94 personnes en entretien semi-directif, à 1h30 en moyenne avec chaque personne. Et puis ensuite, on a eu un programme de recherche qui s'appelait « Gouverner la terre et la mer ». On a travaillé avec des écologues, notamment Jean-Claude Lefeu, qui a été président du muséum et qui est maintenant le président du Comité national de protection de la nature, et l'Institut français de la biodiversité. Voilà, alors ça, c'est la répartition des enquêtes. Alors, vous voyez, on a interrogé des agriculteurs, des chasseurs, des ostréiculteurs, des pêcheurs, des résidents, des institutionnels, des résidents secondaires, des touristes. Voilà, bon, voilà, la baie, je passe très vite, vue depuis le Mont Dol. Voilà, on voit toujours le Mont Saint-Michel au fond, je passe très vite. Les moutons de Pré-Salé, évidemment, les voilà. Le bocage breton, avec ses arbres émondés, les polders modernes, le bocage normand, qui est très différent du bocage breton,
Voilà, le voilà encore. Et puis, bien sûr, les installations touristiques qui permettent de faire venir 3,5 millions de touristes au Mont-Saint-Michel chaque année. Ce qu'on appelle la caserne. Très beau nom. Puis, bien sûr, la production légumière. Alors, c'est un paysage qui est vu de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on arrive depuis Rennes, par exemple, au Mont-Saint-Michel, à un moment, on va voir la silhouette au fond du Mont-Saint-Michel, ce petit triangle avec la flèche. Et en fait, la vue de l'extérieur dessine un ensemble de belvédères qu'on appelle les Montjoie, qui étaient les lieux d'où les pèlerins apercevaient le mont. C'était l'étape ultime de leur parcours, lorsqu'ils venaient de loin pour aller prier dans l'abbaye. Alors aujourd'hui, c'est un lieu de curiosité paysagère, c'est voir le mont depuis plus de 40 km, comme à Mortain, comme voilà, c'est l'anticipation sur la découverte de proximité. Alors voilà la carte du relief qui dessine une espèce d'amphithéâtre, voilà, ici, voilà, qui fait tout le tour, on va le voir. Voilà. Alors ça, c'est des extraits de citations de personnes que j'ai interrogées. Vous savez, la baie du Mont-Saint-Michel, vous savez, ça part de Granville à Cancale, on a dû vous le dire. À partir du moment où on découvre le Mont-Saint-Michel, j'ai l'impression qu'on est dans la baie. Quand on ne voit plus le Mont-Saint-Michel, on n'est plus dans la baie, etc., etc. Je ne vais pas... Voilà. Alors voilà un point de vue. Voilà, on a installé même des tables d'orientation. Ici, on est à Montjoie-Saint-Martin, et vous avez le Mont-Saint-Michel qui est là. Il est là. Voilà. On est à 30 km à peu près. Voilà. Le voilà, vu au téléobjectif depuis le même observatoire. Ici, c'est depuis Mortain, on est à 41 km. Est-ce que vous l'avez repéré? Non, parce qu'il est trop loin. Alors avec un téléobjectif, on le voit, il est là. Ici, Saint-Michel-de-Montjoie. Alors là, on le voit très mal. Là. On le voit très mal. Avec un téléobjectif, on le voit, il est là. Au-dessus des collines d'Avranches. Bon, etc., etc. Et tous ces paysages... Tous ces belvédères, voilà, les paysages voilà, que je retrace très, très rapidement, voilà, dessinent donc des cônes, des aires de visibilité à partir desquels on voit le Mont-Saint-Michel de loin. Voilà, je passe très rapidement. Et définissent ce qu'on a appelé une aire d'influence paysagère qui correspond à l'échelle globale. C'est le paysage vu depuis la couronne de point de vue, repère permanent qui est une échelle incommensurable. Incommensurable. Et on a essayé même d'imaginer une aire de protection avec un cercle géométrique, un cercle. Et non, ça n'a pas de sens. Le paysage n'est pas un espace mathématique. C'est fait de reliefs, d'arbres, etc., etc. Et effectivement, si on intercale un objet entre le point de vue et le Mont-Saint-Michel, d'ailleurs, vous allez voir, c'est vraiment, le Mont-Saint-Michel est un repère, tout le monde le dit, vous voyez, voilà, si je ne vois pas le mont, je suis perdu. Tous les jours, je regarde le Mont-Saint-Michel, etc. C'est un truc qu'on regarde, si on le voit, c'est signe d'eau, il fait de la brume, c'est qu'il fera beau demain, etc., etc. C'est un repère, un signe. Et voilà, cette aire d'influence paysagère qui a été tracée, non pas par moi, mais par M. Portron, qui est un architecte, et à partir duquel on voit le Mont-Saint-Michel. Alors si on intercale cet objet, un objet entre le point de vue et le Mont-Saint-Michel, effectivement, le Mont-Saint-Michel il disparaît. Voilà. Il se casse la figure. Parce qu'il y a une rupture d'échelle. Et là, le bâtiment, ce bâtiment blanc, évidemment, il écrase le Mont-Saint-Michel. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'interdire l'implantation des éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, cette baie, elle est soumise à des processus d'évolution multiples. Et c'est là où on retrouve nature et culture. L'évolution des représentations sociales du paysage, des structures agraires, la disparition des talus, le développement de l'élevage hors sol, la mytiliculture, le tourisme, etc., l'ensablement de la baie et la progression des herbus. Ah, ça c'est très grave, parce que la progression des herbus, ça veut dire qu'un jour, le Mont-Saint-Michel sera dans la terre. Il perdra son caractère maritime. Et c'est ça qui est très grave. Alors, le sens, effectivement, a changé. Autrefois, on allait au Mont-Saint-Michel pour prier. C'était le sens religieux. Maintenant, on y va pour voir la grande nature, la baie de tangues et de sable mouvant, la marée qui remonte à la vitesse du cheval au galop, les oiseaux, le patrimoine, les paysages extérieurs. Alors, quand on est au Mont-Saint-Michel, les paysages extérieurs disparaissent, on ne voit plus rien. On ne distingue plus rien. C'est trop loin, la diversité disparaît.
Hein. Mais effectivement, les visiteurs, en tout cas ceux qu'on a interrogés, ils ne sont pas dupes de l'exploitation du mont. Alors voilà, ça c'est la remontée du Mascaret, voilà la baie, voilà on voit ici le liseré du Mascaret, vous voyez, qui est en train de remonter, il va très très vite. Hein. Voilà, on le voit encore ici, regardez, ici, le Mascaret. Il y a encore des gens là sur les marais, mais ils ont intérêt à rentrer chez eux vite fait. Hein. Voilà, c'est bon. Une grande marée au mois de septembre, le soleil, il fait beau, c'est extraordinaire, etc. Et oui, il y a des noyades. Il y a des hélicoptères en permanence qui surveillent la baie parce que des gens se noient, parce qu'ils sont partis à pied sur la tangue et ils se font piéger par l'eau qui remonte. Hein. Et voilà, les gens d'ailleurs le disent. Hein, voilà, c'est... la mer arrive comme un cheval au galop, on pensait que c'était usurpé, mais en fin de compte, que c'est vrai, c'est vraiment ça. Oui, et c'est vrai, moi j'ai pu le voir, effectivement. Hein, voilà. Bon, je passe sur toutes ces citations, il y en a qui sont assez drôles. Bon, on voit une grande marée, le spectacle, c'est d'aller voir les lièvres galoper devant la marée, on les voit nager aussi, ils sortent tout mouillés, etc., etc. Vous voyez, bon. Hein, tout ça, ce sont des choses que les gens, effectivement, perçoivent, voilà. La grandeur de la nature, voilà, c'est un magnétisme là-dedans, voilà, etc. Et puis ces paysages se transforment. Et là aussi, les gens ne sont pas dupes, ils voient bien les transformations. Hein. Voilà, ici, le paysage, je le trouve de moins en moins beau. On fait du maïs, je suis autant en anti-remembrement qu'anti-maïs, etc. Quand je pense qu'on donne du pognon pour faire des trucs comme ça, etc. Bon, voilà, bon, les porcheries. Voilà, etc. Alors on voit ici, voilà, regardez cette carte, vous allez voir, ça c'est la carte en 1980, la densité du bocage. Alors il y a des petits points assez denses, et là, voilà, le bocage qui disparaît. Vous voyez, voilà. Voilà, le bocage qui disparaît. Vous voyez, voilà, ici, ces arbres, petit à petit, ça devient ça, puis après, ça devient ça. Et là, on répand du lisier, et vous allez voir la conséquence. Alors ça, c'est le développement touristique. Les bateaux, les tracteurs amphibies des mytiliculteurs qui vont dans les bouchots. Et voilà un processus naturel dans un paysage culturel. L'envahissement de la baie des herbus par le chien-dent maritime. Vous le voyez sur ces cartes. 91, 96, 2001. Hein, c'est une plante qui a été introduite à la fin du XIXe siècle pour stabiliser les dunes en Normandie et qui s'est implantée ici et qui se répand. Alors pourquoi se répand-elle? Parce que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas bougé. Enfin, jusqu'en 90, pratiquement, elle n'avait pas bougé. Alors on s'est penché là-dessus, c'est ce qui a impliqué mon laboratoire et l'équipe que je dirigeais dans cette recherche. Alors voilà le chien-dent, on le voit très bien ici, hein, vous voyez. Voilà, ici, il s'est vraiment répandu, et ça, c'est l'ensablement. Et le fautif, voilà, les faux salisiers, c'est l'agriculture hors sol. C'est l'azote qu'on répand dans les champs et qui ensuite se répand dans la mer et qui favorise le chien-dent parce que le chien-dent adore l'azote. Et comme il se fixe au bout des herbus, il fait des mottes et petit à petit il piège les sédiments et les herbus avancent vers le mont. Alors il n'y a pas que l'azote, il y a aussi le changement de pratique des éleveurs parce qu'avant les éleveurs avaient des bergers, mais les bergers ça coûte cher. Alors ils ont mis des clôtures et ils laissent les moutons manger l'herbe qu'ils veulent. Les moutons ils sont pas fous, ils aiment pas le chien-dent. Alors ils les laissent pousser, il grandit, il les sème et il se répand. Et les bergers, autrefois, ils faisaient de l'écobuage, c'est-à-dire qu'ils mettaient le feu au chien-dent, ce qui l'empêchait d'essaimer. Maintenant, ça ne se fait plus. Bon, voilà. Bon, je passe là-dessus. Sur les transformations, vous voyez, ici, les cochons, ici, voilà, on s'occupe de la rentabilité, voilà, c'est pas beau, ça fait pas partie du coin, le maïs, etc., etc. Bon, nombreuses citations, vous savez, 95 personnes qui ont parlé. Alors, les digues aussi, qui reculent, les bords de la baie qui s'érodent, etc. La baie qui s'envase, qui s'ensable. Voilà, on voit ici le dépôt de sable, ici, hein, on voit ici aussi. Puis des transformations banales, hein, bon, comme ce beau jardin, ouais, avec. C'est
C'était un ancien combattant. Voilà, c'est pour ça qu'il a mis des obus dans son jardin. Oui, je rigole pas, c'est vrai. Hein. Voilà, bon, alors les pêcheurs qui font des grosses tranchées quand la mer est venue, les hôtels, je passe sur le mot qui suit, etc. Les rôtissoirs, les trucs, voilà, j'aime bien les petites ruelles, etc. Voilà, dans les boutiques, ce que je reproche, moi j'ai rien à faire de ça, c'est de vendre du made in Corée, made in Taïwan, made in Hong Kong, ça coûte cher tous ces machins, c'est un peu décevant. Voilà, le tourisme, et ici, la digue, telle qu'elle existait, mais qui ne va plus exister, comme on va le voir, voilà, le parking, voilà, je repasse encore sur ces... C'est un monument à pognon, ça me gêne, c'est business, voilà. La mentalité au Mont-Saint-Michel, c'est exécrable, c'est des financiers, c'est pas des gens, c'est des financiers. Voilà. Bon. Et voilà, le reptilarium du Mont-Saint-Michel, bien connu, le crocodile du Mont-Saint-Michel. Bon, voilà. Eh oui, voilà, rien n'arrête le profit. Alors, bon, il se trouve que j'ai été mobilisé par le préfet de la Manche, qui était le préfet coordinateur du Mont-Saint-Michel, pour essayer de relancer quelque chose, parce qu'il y a plein de conflits, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser cette baie, etc. Et donc, on a essayé d'imaginer une nouvelle zone tampon avec une aire d'influence paysagère, etc., et de réfléchir à l'extension de la zone tampon, à l'ère d'influence paysagère, mais également de repenser le système de gouvernance avec des enjeux de connaissance, de sauvegarde, de développement, de médiation, de gouvernance. Voilà. Avec l'idée de mettre en place une conférence territoriale et paysagère. Bon, on avait l'exemple du Val-de-Loire, hein, où ça existe effectivement et où ça fonctionne, placé sous l'autorité d'un représentant de l'État pour valider l'influence des aires paysagères, contribuer au partage des connaissances, examiner les questions relatives à la gestion du bien, proposer des mesures spécifiques, examiner les projets d'extension des périmètres protégés, etc. Je vais très vite. Les enjeux de connaissances. Eh bien, pourquoi n'y a-t-il pas dans la baie du Mont-Saint-Michel un conseil scientifique et technique, comme ça existe pour la mission Val-de-Loire, les volcans d'Auvergne, les climats de Bourgogne et ailleurs, avec une liste d'experts auxquels on peut demander, poser des questions sur des thèmes à examiner. Bien sûr, il faut valoriser et diffuser les connaissances vers les élus, les médias, le grand public. Vous savez, quand on a fait ce programme de recherche, on a examiné la manière dont nos connaissances sont transmises par la presse, hein, sont traduites par la presse. C'est impressionnant. Hein, toute la complexité disparaît. Ils ne retiennent que ce qui est médiatique, comme on dit. Voilà. Je passe très vite. Les enjeux de sauvegarde, bien sûr, il y a des risques naturels, l'ensablement de la baie, l'envahissement par le chaînon maritime, et puis l'élévation du niveau marin, hein, avec le changement climatique. Les risques anthropiques, le développement touristique, hein, disparition des haies, des talus, la nitrification des eaux de surface, etc., etc., etc. Il y a de très nombreux enjeux. Il faut bien sûr définir des dispositions spécifiques de gestion, partagées, coordonnées entre les différents acteurs, avec un organigramme, avec plusieurs niveaux décisionnels, d'échanges entre les acteurs, de mise en œuvre de plans de gestion, de suivi des mesures, et puis des enjeux de développement. On ne peut pas arrêter le développement comme ça, c'est impossible, parce que les acteurs le demandent. Donc il faut permettre un développement qui soit compatible avec la VUE, c'est-à-dire la valeur universelle exceptionnelle du mont, déterminer les activités économiques qui peuvent se développer sans atteinte à la VUE, faire des expérimentations d'une évaluation socio-économique du patrimoine et des paysages, etc. Les enjeux de médiation, ça demande effectivement un effort de pédagogie, de diffusion des connaissances, développement d'outils de communication avec un site internet qui existe mais qui est insuffisant, un centre d'interprétation, des expériences de lecture du paysage de la baie, ça se fait ailleurs, avec l'idée d'un projet, un projet territorial pour la baie. C'est ce que j'avais proposé au préfet, il m'a dit tout à fait d'accord, on va mettre en place, comme je lui ai dit, des petits ateliers à une échelle locale, sur quelques communes, et puis ensuite ça servira d'exemple pour les autres. Malheureusement, le préfet a été muté dans un autre département, ce qui fait que ça s'est cassé la figure. Voilà. Bon. La continuité de l'État. Voilà, le projet, je passe très vite, ce sont uniquement des images, ça c'est des simulations du projet de rétablissement du caractère maritime, la suppression de la digue, voilà, ça c'est la création d'une passerelle avec un parking,
Vous voyez, ça, le barrage chasse d'eau qui accumule de l'eau à marée haute et ensuite il lâche l'eau pour expulser les sédiments le plus loin possible et reprendre le cours vers la Normandie, parce que sinon il allait passer de l'autre côté. Hein, ce qui fait que le mont aurait été en Bretagne. Ah, quelle catastrophe. Voilà la passerelle en cours de construction. Hein, voilà, là elle est pratiquement achevée. Là on construit le terre-plein d'arrivée vers le mont Saint-Michel. Ici on essaye la navette. Hein, c'est une navette sur rail mais sur pneus. Voilà. Ben oui, il est unique et exceptionnel. Alors on a essayé de nous le piquer. Hein, c'est le St. Michael Mount in Cornwall, en Angleterre. Voilà, le voilà. Voilà, merci de votre attention. Sans transition, je vais revenir au paysage culturel pour vous refixer un petit peu les idées par des statistiques. Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Oui, alors les paysages culturels, c'est une catégorie de biens culturels au sens du patrimoine mondial, et ça représente peu de choses finalement. Pour l'instant, ça n'en représente que 11%. Mais la répartition entre les régions de l'UNESCO est très variable. On entend par région de l'UNESCO les grandes régions, et la France fait partie de la région européenne, mais en fait elle fait partie de la région Europe-Amérique du Nord, donc c'est de San Francisco à l'Oural. Donc la répartition est très variable ainsi que vous pouvez le voir, et voici ce que ça donne du point de vue des évolutions dans le temps en termes d'importance de paysages culturels qui ont été inscrits au patrimoine mondial. Ça suit d'ailleurs la même courbe que la plupart des biens culturels ou naturels. La répartition entre les différents pays est très, très variable, entre les différentes grandes régions est très variable. Et évidemment, c'est en Europe et qu'il y a la plus grande partie de paysages culturels. Et par contre, il y en a également un nombre important en Asie et en Afrique également. Donc, en ce qui concerne, par contre, la liste indicative, la liste indicative est très, très nombreuse. Il y a beaucoup de biens, c'est-à-dire il y a 1600 biens représentés par 171 États, et parmi lesquels 1049 biens culturels. Donc c'est une liste très, très relativement importante, et qui est mieux répartie entre les différentes régions du monde, avec un nombre de paysages culturels très différents, avec une forte montée de l'Afrique et surtout des pays arabes qui jusqu'à présent n'avaient que 3% de l'ensemble de la liste. Tout ceci pour vous fixer un petit peu les idées. La liste européenne, elle, est difficile à mettre en place en ce qui concerne les paysages culturels, parce qu'on fait mal le distinguo entre ce qui est paysage naturel et paysage culturel et biens mixtes. Beaucoup de biens mixtes, en fait, sont en réalité des paysages culturels. Une hypothèse à confirmer, c'est que il y aurait environ 31% de paysages culturels dans l'ensemble des biens inscrits sur la liste européenne du patrimoine mondial. Et notamment, en ce qui concerne la liste du patrimoine mondial et la liste indicative, les pays européens n'ont plus le privilège d'une liste pléthorique. Là, ce sont les biens inscrits en général, ce ne sont pas uniquement les paysages culturels, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la Turquie a 52 biens, l'Iran 51, la Chine 47, et viennent ensuite l'Italie et la France, qui ont
respectivement 40 et 38 biens inscrits sur leur liste indicative. La liste indicative française, elle, a un meilleur équilibre entre les biens culturels, les paysages culturels et les biens mixtes. En effet, la liste indicative française présente 14 paysages culturels. Et en fait, à mon avis, il pourrait y en avoir 15 parce qu'on peut se demander si la Bourgogne est un paysage culturel ou un bien culturel, mais c'est en tout cas un très beau paysage. Les paysages, je vais maintenant vous parler rapidement des paysages viticoles. Les paysages viticoles sont une part relativement importante des paysages culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial. On nous a demandé au départ, à la suite d'un grand colloque qui a eu lieu à Tokai sur les paysages viticoles en 2001, il avait été demandé de faire une étude thématique sur les différents paysages qui pouvaient être inscrits sur la liste. Et donc le colloque de Tokai a initié une étude qui a été coordonnée par Pierre-Marie Tricot et qui est parue en 2005 sur les paysages viticoles et les différents paysages inscrits sur la liste, à inscrire sur la liste. En 2003, il y a eu également un colloque international qui avait été organisé par la mission Val-de-Loire. La mission Val-de-Loire, on vous l'a rappelé, c'est l'organe de gestion du paysage du Val-de-Loire. Chaque grand paysage culturel, en principe, a un organe, s'appuie sur un organe de gestion, un organisme de gestion qui assure à la fois le plan de gestion du bien et en même temps la mise en œuvre de la valeur universelle exceptionnelle. Et cet organisme avait organisé avec Interloire, qui est l'organisme professionnel viticole, sous l'égide de l'UNESCO, un colloque sur les paysages de vignes et de vins. Et en 2005, ça a vu également on a vu également la création du réseau Vitour, dont je vous parlerai tout à l'heure. Les paysages viticoles inscrits sur la liste ou sur la liste indicative sont pour l'instant au nombre de 12 paysages et inscrits en tant que soit paysage viticole proprement dit, soit en tant que paysage ayant une partie de vignobles sur leur territoire. Et ces paysages ont été inscrits de 1997 à 2014. Donc 6 pour leur seul caractère viticole. Et puis en plus, vous avez 4 biens, dont 3 paysages purement viticoles, qui seront présentés cette année, en 2015, au Comité du patrimoine mondial de Bonn, dont 3 qui sont vraiment purement viticoles et un qui est un paysage avec une dimension viticole. Et enfin, 7 paysages viticoles figurent sur la liste du patrimoine mondial, dont 2 sont hors Europe. Donc, très rapidement, je vais vous présenter les différents paysages viticoles inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et je vous montre également ce qui est une de leurs caractéristiques, c'est la dimension de ces paysages. On est passé, je vous rappelle, d'ailleurs Yves l'a rappelé avant moi, d'une idée de paysages, de biens iconiques qui étaient les grands monuments, à ensuite des ensembles urbains, mais les paysages viticoles, en général, sont des paysages relativement vastes. Donc le premier paysage, c'est celui de Saint-Émilion, qui a été inscrit pour un paysage existant depuis le temps des Romains. Ozone inventé ce paysage qu'il voyait sous sa fenêtre avec les vignes qui ondulaient sous ses fenêtres. Et puis ça a été aussi inscrit pour la Jurade, qui toujours a gardé pratiquement les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui. Et cette Jurade avait été inaugurée par Jean Sampeur. Donc le paysage a été inscrit pour la ville de Saint-Émilion, ses monuments,
mais également le paysage viticole qui est autour et dont il tire sa substance. C'est le premier paysage viticole inscrit en 1999. Puis, il y a eu la vallée du Haut-Douro. La vallée du Haut-Douro, qui est un immense territoire, comme vous le voyez, 24 600 hectares, 225 400 hectares de zone tampon, et qui est un superbe paysage qui entoure de terrasses qui entourent le Douro et où on fabrique le fameux vin de Porto. Ou plutôt exactement, plutôt que de le fabriquer, c'est là où poussent les vignes du vin de Porto. Un autre paysage a été celui de Tokai en 2002. Tokai est également un grand paysage et il a été inscrit pour ses villages, ses villes, mais surtout en tant que paysage viticole et en particulier pour le caractère très particulier de ces caves qui présentent ces pignons triangulaires qui font partie qui marquent le paysage, un paysage culturel. Le paysage de Pico dans les Açores est assez exceptionnel. C'est un lacis de murets de basalte au pied d'un grand volcan et ce lacis qui fait environ 1,50 m sur 1,50 m de côté, vous avez une vigne qui date généralement du XVIe ou du XVIIe siècle, qui est énorme, tellement énorme qu'on est obligé parfois de mettre un cairn pour que la grappe ne traîne pas par terre. Et le vin est relativement salé parce que ce paysage est sur un sol qui est en fait une croûte de basalte et qu'on a creusé à la baramine. Et la nappe phréatique qui affleure est une nappe qui est saumâtre, qui donne un petit goût salé au vin, ce qui n'est absolument pas désagréable, surtout quand c'est un vin de vendange tardive, très légèrement sucré. Le plus beau paysage viticole, à mon avis, c'est celui de Lavaux. Et ce qui est curieux, c'est que quand Lavaux a inscrit son paysage, nulle part il ne parle de la beauté du paysage. Et tu as raison, Yves, aujourd'hui, parler de la beauté esthétique d'un paysage, c'est presque dire un gros mot. Donc on a décrit ce paysage sous la façon dont les moines l'ont conçu, la façon dont il a été élaboré, l'intérêt des terrasses. Mais c'est un magnifique paysage qui plonge dans le lac bleu avec les cimes enneigées au fond. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et enfin, le paysage viticole du Piémont, dont tu parlais tout à l'heure, sous son aspect viticole, qui, en ce début d'automne, est également un magnifique paysage, et très intéressant d'ailleurs par ces petits infornets dont tu parlais, et un certain nombre de caves également, mais qui n'ont rien à voir avec celles dont je vous parlerai tout à l'heure. À côté de ces 6 paysages purement viticoles, il y a également 6 paysages qui, eux, ne sont pas nécessairement viticoles, mais ont un caractère viticole par endroits. Le premier, et ça a été le premier paysage viticole, le premier paysage à avoir été inscrit, qui est le paysage de Cinque Terre, qui est en fait inscrit dans un paysage beaucoup plus vaste, qui était Porto Venere et les îles. Et c'est un paysage de terrasses avec 5 villages qui suivent la côte et des terrasses vertigineuses qui plongent dans la mer. Et sur ces terrasses, il existe encore un peu de vigne, et une vigne qui d'ailleurs est très difficile à mettre en œuvre parce qu'elle est en tunnel et qu'elle est conduite en tunnel, et que ces tunnels ont entre 80 et 90 cm de haut, si bien que pour
cultiver la vigne, il faut ramper sous le tunnel, ce qui montre la difficulté qu'il y a à faire du vin dans cette région, et à faire un bon vin, je dois dire, parce que ce que j'ai bu était plutôt une piquette. Mais ce n'est pas pour la qualité du vin qu'il a été inscrit. Un autre paysage en 2000, ça a été la Wachau, qui est la vallée du Danube, avec des vignobles en terrasse, mais aussi qui a été inscrit pour ces paysages historiques, ces villages médiévaux au XVIIIe et qui se succèdent le long de la vallée, avec également d'ailleurs des cerisiers intéressants. L'avant-dernier paysage que vous connaissez sans doute, bien sûr, c'est celui du Val-de-Loire. Vaste paysage, 85 000 hectares, plus de 200 000 de zones tampons, mais c'est un paysage qui a été inscrit, et bien évidemment pour la Loire d'abord, son magnifique fleuve, pour son histoire, ses châteaux et ses villes historiques, mais également pour ces vignobles qui surplombent la Loire. Revenons en Europe, dans la Mittel Europa. Förte-Neusiedlersee est très intéressant. C'est un paysage culturel transfrontalier entre l'Autriche et la Hongrie. Et on retrouve des caves un peu du type de celle de Tokaj, et une architecture qui est très intéressante, une très belle architecture, notamment 17e, 18e. Et c'est un paysage qui est vraiment un paysage culturel, dont on sent un lourd passé culturel. La moyenne vallée du Rhin est aussi un très très beau paysage qui se développe entre Koblenz et Bingen, en passant par le rocher de la Loreley. Et comme vous le voyez, c'est un paysage de villages, de très jolis villages médiévaux généralement qui se succèdent les uns aux autres, et avec sur les pentes des vignobles en terrasse ou des vignobles qui se succèdent également et qui sont très bien tenus. L'avant-dernier en date, le dernier en date, c'était Val d'Orcia. Le Val d'Orcia a été inscrit pour le paysage au sens renaissance du terme. C'est l'exemple même du paysage italien tel que l'on le représente sur les fresques notamment du bon gouvernement, avec ses collines, ses cyprès, son blé bien sûr, mais également son vignoble, et ce n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit du fameux vignoble de Montalcino. Alors, ces différents vignobles se sont regroupés une première fois en 2005, à la suite de ce colloque du Val-de-Loire dont je vous avais parlé. Il y avait à l'époque 7 vignobles, et ils se sont regroupés pour essayer de réfléchir ensemble, dans le cadre d'un projet européen, à une bonne gestion des paysages à dominante viticole, et ils ont abouti d'ailleurs à la signature d'un document d'intention sur les vignobles d'excellence. Et dans les années 2009, une deuxième étude européenne a été lancée, un deuxième programme européen a été lancé. À ce moment-là, il y avait 10 vignobles qui étaient inscrits, et ces 10 vignobles se sont regroupés pour créer donc le fameux réseau, le réseau Vitour. Et ce deuxième programme portait essentiellement sur
la préservation et le développement durable des vignobles inscrits au patrimoine mondial. Aujourd'hui, le programme est terminé. Ce programme, on a décidé finalement de ne pas. Il se trouve que moi j'étais experte auprès de ces vignobles. Il a été décidé de ne pas se lancer à nouveau dans un programme européen qui est très très lourd à mener, mais par contre de poursuivre la coopération dans le cadre d'une structure à mettre en place qui sera vraisemblablement une association et où on accueillera très volontiers les vignobles qui, nous l'espérons, seront inscrits cette année, les autres vignobles européens qui seront inscrits cette année. En effet, dans la liste indicative, il y a, alors que je ne me trompe pas, donc je retourne à mes notes pour ne pas en oublier. Sur la liste indicative, il y a 7 vignobles qui figurent. Ce sont les itinéraires culturels des vins et vignobles à travers les villes méditerranéennes en Espagne, la vallée de Calchaquí en Argentine, la voilà, le paysage culturel viticole du Cap en Afrique du Sud, les vignobles de Primosten en Croatie, les collines du Prosecco Conegliano et Valdobbiadene en Italie, le vignoble de Tokaj en Slovénie, et un autre paysage culturel, mais qui comporte une partie de vignobles, qui est le Priorat, Montsant et Surana en Espagne. Et donc, ainsi que vous le voyez, 2 d'entre eux, cette fois-ci, ne sont plus des vignobles européens. En outre, 4 paysages viticoles, dont 3 vignobles, sont en cours d'évaluation et vont être présentés à Bonn en juillet 2015. Et ce sont les climats de Bourgogne, dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont l'expression ultime, extrême du terroir, ainsi que les coteaux, maisons et caves de Champagne, dont on m'a demandé de vous faire la présentation après. La Rioja, qui présente également un vignoble pour l'Espagne. Et enfin, un paysage culturel en Allemagne, qui est le Saal Unstrut, qui est un paysage, mais avec une partie de vignobles. Donc, il y aura 4 paysages viticoles présentés à Bonn en 2015. Alors, dans la deuxième partie de mon exposé, je vais essayer de vous montrer comment on procède à l'élaboration d'un dossier d'inscription d'un paysage culturel viticole évolutif et vivant. Donc, en partant du dossier de Champagne. En 2002, l'AOC Champagne s'est lancée dans la réalisation d'un dossier de candidature qui était intitulé Paysage culturel de Champagne et a présenté son dossier devant le comité des biens français du patrimoine mondial en 2007. Alors, le comité m'a désigné comme rapporteur. Alors, le rôle du rapporteur est de mettre en évidence les points forts, les points faibles d'un dossier, d'essayer d'évaluer ses chances en termes d'inscription et de proposer un avis au comité du patrimoine mondial. Une proposition d'inscription doit répondre à un format très très standardisé qui est défini dans les orientations pour la mise en œuvre de la Convention. Et cette procédure s'est terriblement complexifiée. C'est devenu de plus en plus quelque chose de plus en plus exigeant. Et il doit comporter des éléments descriptifs et pertinents, permettant de démontrer que le bien proposé a véritablement une valeur universelle exceptionnelle. Il doit contenir une description générale qui présente les limites, ça c'est un des éléments très très importants, les caractéristiques physiques, géographiques,
un historique généralement relativement exhaustif, l'histoire aussi des aménagements qui ont fait que le bien est ce qu'il est, une justification de la valeur universelle exceptionnelle, qui doit montrer que donc le bien proposé et le périmètre qui a été défini répondent bien aux critères énoncés dans la Convention, qu'il répond aux exigences d'authenticité et d'intégrité, et puis au moyen notamment d'une étude comparative, et que le bien donc se distingue des biens similaires qui sont inscrits. Une autre section est consacrée à la description de l'état de conservation du bien et aux facteurs qui peuvent éventuellement l'affecter. Et enfin, la proposition doit comporter une description analytique des différents outils juridiques qui permettent d'assurer la protection, présenter la structure de gestion et le plan de gestion qui permettront d'assurer la mise en application et le suivi. Et il est recommandé également d'expliquer comment la population locale a été associée à la préparation du dossier. Donc, lorsque j'ai eu à connaître du dossier, je me suis posé un certain nombre de questions. C'était un dossier relativement traditionnel. On vous présentait un beau paysage viticole. Est-ce qu'il était exceptionnel? C'était la première question que je me suis posée. Tout paysage viticole est beau par définition, tout au moins moi, l'énologue que je suis ne dit pas le contraire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il avait d'exceptionnel? Le dossier présenté a insisté aussi sur le rôle qu'avaient joué les viticulteurs associés aux grandes maisons dans l'émergence de la notion d'AOC, ce qui effectivement était intéressant, puisque déjà dès 1904, il y avait une définition de l'appellation avec des critères. Mais la description était nourrie, l'historique était bien fait. Il manquait quelque chose, il manquait une spécificité, et c'était pas un paysage d'une beauté à couper le souffle, c'était pas, le périmètre était très très vaste, il portait sur pratiquement toute l'AOC, on hésitait entre différents sites, il y avait une VUE qui envisageait éventuellement quelque chose autour de la notion d'assemblage. Enfin bref, on sentait qu'il y avait des éléments très très intéressants, mais il manquait un déclic. Et je dois dire que, il s'en rappelle sans doute, l'avis du comité était très réservé. Alors bon, moi je ne connaissais pas du tout la Champagne, hein. J'ai donc posé des questions de Candide. Comment est-ce qu'on était arrivé à faire un vin exceptionnel qui est connu dans le monde entier, sur un territoire somme toute un peu ingrat, en limite climatique, et comment est-ce qu'on a réussi à mettre au point une méthode aussi sophistiquée qui a permis de sublimer ce vin. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui faisait la spécificité de ce terroir, du paysage, de la production de champagne, de l'élaboration du produit, et en quoi ce processus était-il différent des autres vins, et quelles étaient les conséquences de ce processus sur le paysage rural et urbain. Quels étaient les éléments les plus représentatifs et spécifiques de ce paysage et de son architecture liés aux produits. En fait, l'un des éléments constitutifs du dossier, qui n'apparaissait pas du tout dans le premier dossier, et qui m'a frappé, c'est la craie. La craie, on la voit partout. On la voit dans le zigzag des chemins, on la voit en haut des buttes. La limite climatique, on la voit bien sûr, on l'aperçoit très 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 vite quand on y va en hiver. Et puis la question que je me suis posée, mais pourquoi tous ces patronymes allemands? Allemands, m'a-t-on dit, mais ils ne sont pas allemands, ils sont alsaciens.
Et quand j'ai demandé d'où venait Monsieur Krug, Monsieur Boom, Monsieur Heitzig, Monsieur Deutz, Monsieur Frinkel, on s'est aperçu qu'il venait de Hambourg, de Weimar, du Württemberg, etc. Et que l'Alsace était très très grande à l'époque. Donc, petit à petit, une évidence est apparue. La période cruciale du Champagne a été liée du passage au 19e d'un produit artisanal à un produit industriel. Et comment? Pourquoi? Grâce à plusieurs facteurs qui ont conjugué. L'invention de la bouteille en verre lourd. Donc si ce n'est pas de l'industrialisation, je veux bien être pendu. L'arrivée du chemin de fer, qui a eu un rôle très très important dans l'exportation du produit. Et puis la conjonction d'une forte émigration allemande, de 1830 à 1870, dynamique et innovante, qui arrivait avec toute l'éthique du protestantisme et puis le fait que le capital n'était pas nécessairement infamant, et qui s'est allié au capital déjà local des drapiers, qui s'est allié d'ailleurs soit en travaillant chez les viticulteurs qui venaient de s'installer, ou étaient en train de s'installer, soit en épousant des filles de drapiers qui avaient du bien. Et donc ça a généré une effervescence, un capitalisme, un néo-capitalisme, enfin un capitalisme assez triomphant, disons-le, qui a permis des innovations très très spécifiques, économiques, techniques, et où les femmes ont joué un rôle non négligeable. Et j'en parlerai tout à l'heure, notamment en ce qui concerne le mécénat social et artistique. Donc la VUE, en fait, était née, et il n'y avait plus qu'à la décliner et surtout la démontrer. Et ça a entraîné une série de recherches tout à fait passionnantes. Et donc, je ne m'étendrai pas sur les éléments constitutifs du dossier, ils sont accessibles sur le site. Mais une fois que la VUE a été trouvée, ainsi que les principaux attributs de cette VUE, tout a découlé de sources. Donc, on a trouvé des attributs spécifiques, c'est-à-dire des caractéristiques spécifiques, un paysage agro-industriel évolutif et vivant. Ça a permis de mettre en place de nouveaux critères. Un nouveau périmètre. Le périmètre a découlé de sources en partant de l'endroit où les attributs représentatifs de la nouvelle valeur universelle exceptionnelle étaient les plus pertinents, étaient les plus nombreux et dans les meilleures conditions d'intégrité, d'authenticité et de conservation. Donc, c'est ainsi que l'on a réussi à définir un nouveau périmètre et une nouvelle VUE. Donc, la définition du champagne, c'est les coteaux, maisons et caves de champagne sont les lieux de la naissance, de la production, de la diffusion commerciale mondiale d'un vin devenu le modèle des vins effervescents et une référence universelle de la célébration. Tout est dit. Donc, l'identification du vin, du bien, on l'a resserré au maximum. On était parti de près de 8000 hectares, on est arrivé à 844 hectares. On l'a réduite vraiment à ce qui était les coteaux historiques, qui ont vu la naissance de la champagnisation et le développement de la champagnisation. Et puis, à deux autres sites qui sont la commune Saint-Nicaise et l'avenue de Champagne à Reims, et une zone tampon qui est également beaucoup plus réduite, de 3448 hectares au lieu de 7000. Oui. Alors, sur place, oui, le processus d'avancée, le dossier avait été porté par une structure
qui comme en Bourgogne, on a créé une structure spécifique qui est le noyau qui formera le futur, si le site est inscrit, le futur organisme de gestion. Et en l'occurrence, cette structure était composée d'élus, d'une part, et de porteurs de projets qui étaient les viticulteurs dans leur ensemble. La profession en Champagne est très organisée, avec moitié des viticulteurs et moitié des grandes maisons de Champagne. Donc c'est ça l'organisme qui portait le dossier. Et le projet lui-même était était soutenu par l'agence d'urbanisme de Reims, qui apportait donc ses capacités techniques et politiques d'ailleurs et administratives, car ils ont fait énormément de réunions dans les différents villages, etc., à l'occasion des plans locaux d'urbanisme, par exemple. Il y a eu plus d'une centaine de réunions publiques qui ont été menées par l'agence d'urbanisme. Et donc du personnel a été mis à disposition de l'agence d'urbanisme au sein de l'association de l'association des paysages du Champagne. Et puis donc c'est cet organisme qui portait le dossier. Donc c'est avec eux que je travaillais, et ceux qui tenaient la plume, c'était un bureau d'études qui était chargé de réaliser le dossier, avec à côté un comité scientifique. Voilà. Donc pour continuer, tu m'as je reviens sur le bien lui-même. Curieusement, le bien est réparti de part et d'autre de la montagne de Reims, et selon un axe. C'était pas voulu, mais c'est comme ça. Avec d'un côté la ville de Reims, de l'autre côté la ville d'Épernay, et de chaque côté attendez, je vous montre. De chaque côté le vignoble, et en pied de coteau le canal et la voie de chemin de fer. Donc tout produit industriel a besoin d'un bassin d'approvisionnement. Le bassin d'approvisionnement, en l'occurrence, c'est les coteaux. Le produit, c'est le raisin. La matière première, c'est le raisin. Le paysage a été vraiment façonné par l'homme et marqué par la craie, fortement marqué par la craie, on le voit au loin. Le deuxième élément important, c'est que c'est le lieu de réalisation du vin. Or, pour faire du champagne, la différence entre le champagne et un vin tranquille, c'est que le champagne s'élabore bien sûr d'abord dans des grandes cuves, mais que très vite, pour mener à bien la deuxième fermentation qui va faire qu'il mousse, on est obligé de le mettre en bouteille. Et je vous disais que la bouteille lourde avait été le grand moment, la découverte de la bouteille lourde en 1838 a été vraiment le grand moment du passage de l'artisanat à l'industrie. C'est parce que au sein d'une bouteille de champagne, il y a une pression de 6 bars. Donc c'est énorme. Et avant que l'on découvre le verre lourd, eh bien les bouteilles, une fois sur deux, éclataient, ce qui posait des problèmes, bien sûr, de conservation, mais aussi des problèmes dramatiques dans les caves, parce que il y avait souvent des morts d'hommes. Donc, aujourd'hui, enfin, les Champenois ont voulu s'étendre, il fallait des lieux de stockage très importants et des lieux d'élaboration très importants qui sont les caves. Donc voici le schéma d'une cave sous le vignoble avec la partie émergée des caves que sont les essors que l'on voit poindre au milieu du vignoble et des kilomètres de caves qui se développent sous le vignoble. Dans les villes,
que ce soit à Reims ou que ce soit à Épernay, c'est une véritable ville sous la ville qui se développe. Et à Reims, on a utilisé des crayères, d'anciennes crayères médiévales et romaines. Ce sont tous ces petits points que vous voyez, tous ces petits pois, ce sont des crayères, et que l'on a reliés entre elles avec des galeries. Et puis ensuite, quand on n'en avait plus assez, on a constitué d'énormes galeries sous la ville. Et même chose sous la ville d'Épernay, avec ce lacis de plus de 50 kilomètres de caves sous Épernay et 40 kilomètres sous la colline Saint-Nicaise. Donc voici ce que donnent les caves. Les caves sont très diverses, elles ont des aspects très divers. Soit elles sont recouvertes de briques, soit elles sont comme ici, soit elles sont directement faites de craie, soit de moellons de craie, soit de craie purement et simplement taillée dans la craie. Ça, c'est une carrière. Voici une carrière romaine. Voici une crayère romaine et une crayère médiévale qui a été aménagée sous la colline Saint-Nicaise. Donc, il fallait également des lieux de commercialisation et de prestige, puisque c'était un vin de prestige, qui a généré un urbanisme et une architecture fonctionnelle, mais ostentatoire, qui étaient liés à la commercialisation, à l'exportation, à l'image, et on la retrouve dans les 3 sites du bien. Et ça a généré également un vaste réseau de caves. Donc, voici le château de Montebello à Mareuil, avec dans l'entrée des caves, et il y a 5 kilomètres de magnifiques caves sous le château et sous la ville, sous la petite ville de Mareuil. La colline Saint-Nicaise à Reims et l'avenue de Champagne sont de véritables entrées de ville. Elles sont organisées en fonction des voies de communication, le canal, le chemin de fer, la route, mais avec aussi des bâtiments de prestige qui ont un caractère très fonctionnel et spécifique, comme on va s'en apercevoir. Le site de Crayères, donc à proximité des grands axes de circulation et du vignoble, a permis de s'étendre à la fois en surface et en profondeur. Et il comprenait sur la colline Saint-Nicaise des espaces verts relativement significatifs, des clos urbains et des aménagements liés au mécénat social. Voici une crayère et voici le site de Saint-Nicaise. Comme vous le voyez, c'est vraiment un système d'entrée de ville et avec des clos urbains, qui sont donc des vignes à l'intérieur de la ville, mais aussi des espaces verts, et également du mécénat social. Les femmes, et en particulier la veuve Clicquot, a joué un rôle très très important au milieu du 19e en créant des hôpitaux, un système de sécurité sociale pour ses ouvriers, des maisons, de l'habitat social. Madame Pommery a également joué un rôle très très important en faisant à la fois du mécénat, toutes les deux d'ailleurs ont eu un rôle de mécénat artistique, en faisant travailler Gallet, en faisant travailler un certain nombre d'artistes, mais elles ont surtout, Madame Pommery a créé avec un verrier qui est monsieur Charbonneau, en donnant un terrain qui jouxtait sa propriété pour pouvoir y créer une société de HLM, une des premières sociétés de HLM qui sont les foyers rémois, dont Madame Pommery était membre du conseil d'administration. Et après la Première Guerre,
donc Madame Pommery était déjà décédée, le Charbonneau y a installé la première cité-jardin, une des premières cités-jardins, qui est intéressante parce que elle a été... il y a une église, il y a eu la maison du peuple, la maison de la femme, et une église au milieu de cette cité-jardin, qui a été décorée par Maurice Denis et par Lalique. Et aujourd'hui, grâce au dossier, la maison Lalique va participer à la restauration des vitraux de Lalique dans cette église. Vous voyez ici donc le domaine Pommery, et également un essor urbain qui est légèrement différent, bien sûr, des essors ruraux que je vous ai montrés tout à l'heure. L'avenue de Champagne à Épernay, elle aussi, elle a été entièrement réaménagée, les façades restaurées grâce au dossier. Les hôtels particuliers, riches résidences, mais aussi des maisons d'exploitation et de représentation présentent un plan toujours le même sur l'avenue de Champagne, avec une cour qui ouvre sur l'avenue avec des grandes portes cochères et des grandes grilles. Elles ont un style très varié, qui vont donc de l'art nouveau jusqu'à l'art déco, mais les plans sont similaires. Il y a de riches décors intérieurs, des vitraux, le verre est très présent dans la région Champagne, des jardins, et puis ça a permis aussi le creusement d'un très vaste réseau que je vous ai montré tout à l'heure, de caves sous l'avenue de Champagne. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, on voit là le plan qui est récurrent vous avez deux corps de bâtiment, un grand corps de bâtiment en U et qui ouvre sur l'avenue, et ceux qui sont de ce côté de l'avenue ont un accès direct sur la voie de chemin de fer qui est là, et avant cela, ils avaient un accès au canal. Donc, on est vraiment dans un système d'urbanisme lié aux infrastructures, lié bien sûr à l'export. Voici donc l'avenue Champagne avec les vastes domaines ouverts sur l'avenue. Ça donne ça également. Et puis en arrière, des jardins. Vous avez ici, c'est la mairie actuelle, mais qui était aussi un très bel hôtel qui avait appartenu à la famille Mouette et qui a été donné en 1919 à la mairie. Et en dessous, eh bien, vous avez des kilomètres de galeries en activité. On y a d'ailleurs perdu notre évaluateur d'ICOMOS international quand il est venu nous voir. On a mis 1 heure à le retrouver. Mais ça donne aussi ça. Voici, c'est au même endroit, hein, c'est la même, c'est au sein de du même domaine, les caves Martel. Vous avez également des endroits où on a fait travailler des artistes navelés en particulier pour décorer la cave. Et vous voyez l'échelle de ces Voici Castellane qui avait donc dont les caves aboutissent, les 10 km de caves aboutissent directement sur la voie de chemin de fer grâce à une dérivation qui leur permettait et qui permet toujours d'exporter leurs produits, mais en même temps toujours le souci d'un certain esthétisme. C'est d'ailleurs l'architecte de la gare de Lyon, on le reconnaît, qui a fait la tour. Donc je ne m'étendrai peut-être pas sur les critères, je ne veux pas être trop longue. Je crois qu'on arrive à la fin. Donc il y avait critère 3, le savoir-faire, l'organisation interprofessionnelle, le développement des relations interculturelles, et ça c'était en particulier le rôle des Allemands, mais qui était, ce que je vous ai pas dit, qui était aussi lié à une de très très vieilles, anciennes relations liées aux foires de Champagne. Le critère 4, donc ce que je vous ai expliqué, hein, la craie, les vignes sur les coteaux, les souterrains et l'urbanisation liée à la commercialisation et l'architecture. Et un critère qui n'était pas le critère initial, qui est le critère 6,
qui est un critère, qui est donc le critère immatériel et associé. La Champagne véhicule une image symbolique, unique au monde, et tout en gardant une image de qualité et d'excellence, ce vin connaît un processus de démocratisation au XXe siècle, une évolution des représentations qui lui sont associées. Il devient le symbole de la fête, de la célébration, de la réconciliation. La littérature, la peinture, la caricature, l'affiche, la musique, le cinéma, la photographie et même la bande dessinée attestent de cette permanence de l'image du Champagne. Et on n'imagine pas la signature d'un traité international ou le lancement d'un grand navire sans que l'on le baptise au Champagne. Donc, voici par exemple le foudre qu'avait fait réaliser Madame Pommery, Madame Veuve Clicquot pour l'envoyer à Saint-Louis aux États-Unis. Donc, en fait, ce qui est important, et ce que faisait valoir tout à l'heure Yves Luginbull, c'est que un dossier comme cela, c'est une dynamique de territoire. C'est très, très important parce qu'il y a une mobilisation très forte des acteurs. En l'occurrence, au départ, ça n'a pas été évident. Au début, l'État n'y croyait pas trop, les élus n'étaient pas encore très très motivés, mais petit à petit ils se sont pris au jeu et la SNCF a créé le train des bulles, le rectorat a monté des programmes liés au Champagne, le mécénat s'est organisé, le mécénat privé s'est organisé et a soutenu l'action des élus. Il y a eu d'énormes programmes de réhabilitation. Je vous ai montré l'avenue de Champagne. Voilà ce qu'était l'avenue de Champagne en 2004. Voilà ce qu'elle est devenue en 2010. Donc il y a eu d'énormes travaux et c'est pas uniquement à Épernay. Il y en a eu partout, y compris dans le vignoble. Et il y a ça a permis une politique d'inventaire, le lancement de mesures de protection, d'AVAP, de mise en valeur du patrimoine tant public que privé, avec des mesures de protection très 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 fortes qui ont été mises en place, y compris pour protéger les sous-sols. On n'avait jamais fait l'inventaire du sous-sol. On ne savait pas qu'il y avait dans tout le vignoble 500 km de caves. Personne ne le savait. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait, et puis un plan de gestion et un programme d'action qui engagera tous les acteurs. Donc voilà, c'est un bien évolutif avec toute la technique contemporaine et c'est un bien vivant. Merci de votre attention.